Alors, comme le titre de la communication l'annonce, elle va être assez pragmatique et je m'en excuse dès le départ. Dès lors qu'en fait, elle va concerner un petit peu comme Mathilde aussi un projet qui est en cours et qui pour l'instant donc porte sur l'établissement, et ça c'est acquis, d'un corpus de photographie d'artistes documentaires, photographes donc images, issus de Belgique, de France, du Japon et d'Allemagne, et qui donnent à voir, qui représentent donc la question du nucléaire tant civil que militaire. Alors, un projet qui va se dérouler en 3 étapes. Une première qui sera donc une démonstration sous forme d'exposition au Delta à Namur. Alors, ce n'est pas tout à fait un hasard, c'est un centre culturel qui se trouve à 30 km de la centrale de Tihange en Belgique. Ensuite, une publication, énormément conjointement, et enfin donc une journée d'études, le tout prévu pour mars 2026, ce qui nous laisse un petit peu de temps pour se réjouir. Alors, invisible, la radioactivité n'en est pas pour autant irreprésentable, mais sa visibilisation semble, en tout cas aujourd'hui, davantage prise en charge par des artistes que par les canaux informatifs ou médiatiques auxquels elle serait censée revenir. Alors, une hypothèse à l'explication de cette lacune pouvant être la difficulté à appréhender la notion de risque qui est consubstantielle au nucléaire, que ce soit des risques avérés dans le passé par les dits accidents du nucléaire civil, les bombardements effectifs et les traces aussi des essais nucléaires, ou qu'il s'agisse de risques potentiels à venir. 3 petits points. Alors, un autre possible frein serait le champ de connaissances, à l'évidence, champ de connaissances scientifiques que présupposerait l'abord de la réalité nucléaire par le public, aussi grand soit-il, et qui suppose dès lors un effort pédagogique visiblement absent de l'horizon politique actuel. Alors, les représentations artistiques dans ce contexte spécifique, eh bien, forcément, apparaissent d'autant plus précieuses que le nucléaire, tant civil que militaire, encore une fois, se trouve aujourd'hui au centre d'enjeux sociétaux majeurs, s'agissant de l'industrie, bien sûr, électronucléaire d'une part, mais de l'armement nucléaire aussi de l'autre. Alors, je vais rapidement en rappeler l'état actuel pour pouvoir ensuite et factuellement aborder leur représentation imagée. Étant donné, vous l'aurez compris, enfin, j'imagine, vous en êtes tout à fait conscient aussi, il est très difficile d'aborder ce champ en n'étant pas associé à un noir ou blanc, un camp ou l'autre. Et donc, le cadre factuel précis et notamment chiffré, je pense, est quelque chose qui prémunit en partie et qui permet simplement aussi de poursuivre ce contexte d'information, encore une fois, chiffré au départ. Alors, l'Agence internationale de l'énergie atomique, donc la IEA, dénombrait en 2024 440 réacteurs en service pour 186 centrales nucléaires réparties dans 32 pays. Vous le voyez donc dans les données chiffrées reprises ici, prioritairement en tête aux États-Unis et en France. Les catastrophes qui ont découlé, qui ont donné lieu, qui ont découlé des accidents dans les centrales de Tchernobyl en 1986 et de Fukushima ensuite en 2011 n'ont donc pas interrompu la progression de cette industrie née au début des années 1950. 62 réacteurs sont aujourd'hui en cours de construction et s'additionnent donc à ceux déjà en fonctionnement. 343 se trouvent à l'état de projet. Alors, la production électrique qui est générée par le nucléaire en fait la deuxième source d'électricité aujourd'hui, bas carbone au monde, après l'hydroélectricité, et c'est de ce point de vue tout à fait appréciable. Elle répond ainsi à l'urgence posée par la crise climatique de diminuer les gaz à effet de serre qui sont à l'origine du réchauffement, mais sans que soit pour autant rappelé, et dans le même temps, souhaiterions-nous, les risques qui la caractérisent. Alors, le plus important d'entre eux, si encore une fois il faut pouvoir le chiffrer, et c'est utile, serait la fusion du cœur d'un réacteur, quel qu'il soit, où soit-il situé, et qui est évalué à titre annuel à une probabilité d'1 pour 100 000. Devrait aussi être rappelée la question des déchets radioactifs que cette industrie génère pour des durées quasi incommensurables, s'agissant en tout cas, et du moins des déchets dits à vie longue. On parle dans ce cas-là de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'années pour les plus radioactifs d'entre eux. Alors, en France, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA, classe les déchets nucléaires en catégories selon 2 paramètres: leur niveau de radioactivité, et donc ces déchets sont très faiblement, moyennement ou hautement radioactifs,
et aussi donc autres paramètres de mesure, leur durée de vie, qui va être déterminée donc par la durée pendant laquelle ces mêmes substances resteront donc potentiellement radioactives. Alors, les déchets à vie courte, pour leur part, perdent la moitié de leur radioactivité sur des durées qui sont inférieures ou égales à 31 ans, hein, d'où cette appellation de durée courte. Et donc, ils seront tout à fait inoffensifs et auront perdu leur radioactivité au bout de 300 ans. Donc, on se trouve dans cette échelle moyenne, je dirais, ou de temps de vie moyen. Les déchets à vie longue, pour leur part, perdent leur radioactivité sur des durées forcément supérieures à 31 ans et demeurent actifs pendant plus de 300 ans, mais jusqu'à, on l'a compris, plusieurs milliers d'années pour les plus radioactifs d'entre eux. Alors clairement, l'industrie électronucléaire est responsable, on l'aura compris, hein, de cette production des déchets à vie longue, tant de moyenne que de haute activité, issus des opérations de traitement des combustibles qui sont utilisés dans les réacteurs. Ils représentent 10% du stock final des déchets radioactifs et concentrent 99,9%, pour ne pas dire la totalité, de la radioactivité totale. Alors, sur le sol français, c'est d'ailleurs à souligner, ils sont recyclés à 95%, ce qui est une proportion importante et même énorme au regard d'autres filières qui ne passent pas par le recyclage, à l'usine Areva qui se trouve donc à La Hague. Les 5% restants, qui sont donc appelés des déchets ultimes, sont vitrifiés et entreposés avant d'être de manière permanente et prochainement visiblement enfouis dans une couche d'argile à 500 mètres sous terre dans le futur centre de stockage géologique qui se trouve à Bure, dans la Meuse, donc pas très loin, CIGEO, pour reprendre l'appellation de ce projet. Et dont la construction doit encore être soumise en fait à autorisation pour le moment. Elle est prévue, si cette autorisation est effectivement obtenue, pour 2027. Alors, les centrales, pour leur part et quotidiennement, rejettent évidemment des éléments radioactifs qui sont gazeux ou liquides et qui sont bien sûr eux aussi encadrés par des normes extrêmement strictes qui leur permettent de maintenir leur seuil de radioactivité en deçà de la radioactivité naturelle, alors que l'on mesure là aussi en millisieverts, 2,4 en l'occurrence pour cette mesure de la radioactivité naturelle à titre annuel. Alors, la dose annuelle cumulée maximale qui est reçue par les travailleurs du secteur nucléaire est quant à elle fixée à des normes de radioprotection à 20 millisieverts par an. Alors malgré, il faut le dire aussi, toutes les mesures de prévention, et elles sont nombreuses, auxquelles sont soumises les centrales, et on l'aura compris aussi leurs travailleurs bien sûr, dans leur exploitation, mais aussi en amont dans la gestion de l'uranium et en aval, s'agissant également donc des déchets. On sait, et ça a donc été démontré à plusieurs reprises par les 10 accidents majeurs qui se sont produits, le risque zéro n'existe pas. En cas d'accident, encore une fois, on se référera aux 4 principaux d'entre eux, là aussi, qui sont ordonnancés selon une échelle de gravité, les 4 principaux atteignant une échelle de 7 sur 7 niveaux différents, mais ce sont des milliers d'incidents qui sont relatés évidemment à titre annuel, sans être bien sûr, et heureusement, porteurs d'effets aussi graves. Mais donc les activités nucléaires exposent l'homme et l'environnement à de plus ou moins fortes doses de radioactivité toxiques à très forte dose et à court terme, mais aussi à moyen et long terme en doses plus faibles. Alors on va le voir comme le résume d'ailleurs cette échelle des radiations. Lors d'accidents, la contamination de l'environnement touche évidemment non seulement les hommes, mais bien sûr aussi la faune, la flore, les cultures et les sols, en un mot, l'ensemble du vivant. Cette contamination représente un danger accru du fait, on le sait, du caractère non perceptible de la radioactivité et aussi de son échelle de temps longue, ce qui rend par ailleurs difficile le dénombrement exact d'ailleurs des victimes, puisque on pense notamment au cancer, mais pas seulement, mais au cancer de la thyroïde, dont l'apparition peut évidemment émaner bien après une exposition. Et donc la délimitation en fait du périmètre des victimes dans ces cas-là est extrêmement délicate. La question, au sens même très large, de la mesure du risque, puisqu'elle repose aussi sur des accidents antérieurs qui permettent d'extrapoler, est un exercice mathématique qui est extrêmement complexe. Alors, le risque de globocide, c'est-à-dire de destruction du globe, qualifie pour le philosophe Günther Anders
autant, de son point de vue, l'usage pacifique de l'énergie nucléaire que celui guerrier de l'arme atomique. Et donc, s'agissant cette fois du nucléaire militaire, on peut observer que 9 pays donc, sont détenteurs d'armements nucléaires. Ils sont répartis clairement ici sur cette carte. Jusqu'à présent, elle n'a été utilisée, on le sait, que par les États-Unis lors des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. La bombe à fission nucléaire ou bombe A est doublée depuis les années 50 par l'existence d'une bombe thermonucléaire ou bombe H qui est potentiellement donc 1000 fois plus puissante. Celle qui a explosé d'ailleurs en 1952 sur l'atoll de Bikini a été responsable de la pire contamination en fait de l'histoire des essais nucléaires aux États-Unis. Alors, au-delà de ces phénomènes historiques connus, la miniaturisation a aussi abouti dès le début des années 50 à l'installation de ce qu'on appelle des têtes nucléaires sur les ogives des missiles qui peuvent être tirés donc depuis le sol ou la mer, et qui a nourri d'ailleurs ce qu'on a appelé une course à l'armement qui a été enrayée par la disparition de l'URSS et la fin de la guerre froide. Le traité de non-prolifération des armes nucléaires est entré en vigueur en 1970, mais demeure à ce jour toujours non signé par Israël, le Pakistan, l'Inde et le Soudan du Sud. Le traité d'interdiction, cette fois complète des essais nucléaires, a été ouvert à la signature en septembre 1996, mais n'est toujours pas entré en vigueur. 36 signataires, 36 États signataires seulement sur 44 l'ayant ratifié. Alors, encore une fois, en termes de données chiffrées, on rappellera que plus de 2000 essais ont eu lieu depuis 1945, principalement par les États-Unis et l'ex-Union soviétique, autant dans l'atmosphère que sous terre, à haute altitude et sous mer. Alors, cette territorialité du nucléaire, qui inclut bien sûr aussi les sites d'extraction de l'uranium, renvoie à la dimension globale et transnationale qui a été mise en exergue par Gabriel Hecht à travers la notion de nucléarité. Mais elle renvoie aussi à l'affirmation de Günther Anders, Hiroshima est toujours comme il est partout. Alors devant cette invisibilité du danger comme caractéristique de la condition nucléaire, face aussi au déficit d'information et de débat public à son sujet, des artistes plasticiens ont donc produit des œuvres au support d'expressions multiples qui ont donné lieu à un champ d'études qui se développe d'ailleurs beaucoup depuis une dizaine d'années et fort heureusement d'ailleurs. Depuis les travaux pionniers de Eddie Carpenter avec The Nuclear Culture Sourcebook jusqu'à l'instant présent, pourrait-on dire, et cette exposition qui est présentée jusqu'au 6 février au Musée d'Art moderne à Paris et qui est issue notamment de la thèse de Tivelli Mavrocordopoulou qui a été présentée en 2021 à l'EHESS. Alors, j'ai pour ma part, et je terminerai un tout petit peu là-dessus, désolée pour cette très longue introduction, mais donc j'ai adopté une approche qui est volontairement limitée à la photographie artistique documentaire, on pourrait dire d'auteur quasi dans ce cas-là, élaborer donc en dehors du champ journalistique des images qui renvoient par leur procédure d'enregistrement à une forme de factualité, mais tout en assumant aussi, on l'a beaucoup mentionné tout à l'heure, au cours de la journée, un point de vue et une expression plastique qui inscrivent le témoignage au cœur du propos visuel. Alors pour une part d'entre elles, on y vient, ce sont aussi les traces visuelles de la radioactivité en fait, directement, qui vont informer aussi leur support. Alors, elles sont réparties donc en 4 sous-thématiques qui permettent aussi bien sûr de les faire dialoguer entre elles, et il ne s'agira ici que de la présentation d'un échantillonnage puisque chaque travail renvoie en fait et chaque image renvoie à une série. Premier sous-ensemble consacré aux représentations de l'industrie et surtout à ses implantations à travers le travail de Jürgen Nevsger qui a été mené en Europe dans plusieurs pays, à travers aussi le témoignage photographique de Jacqueline Salmon sur le démantèlement de Superphénix intitulé MHSD, ou encore pour le territoire belge l'implantation de la centrale de Tillange en bordure donc de la ville de Huy, et un travail qui a été mené en 2017 à la suite d'une campagne destinée à la population qui consistait en distribution de pilules d'iode, voilà, en réponse en quelque sorte à la peur suscitée suite à l'accident de Fukushima. Deuxième sous-thématique, ces images qui sont aussi des effets de la radioactivité et qui présentent les conséquences des accidents nucléaires, notamment en termes de déplacement de population, à travers le travail de Guillaume Herbeau et spécifiquement Slavutich, qui est cette ville en Ukraine qui a été construite pour accueillir les déplacés de Tchernobyl. Conséquences qui peuvent être fortuites, apparaître de surcroît dans l'imagerie de Wim Wenders, qui, présent au Japon en 2011, s'est rendu à proximité donc, de Fukushima et s'est rendu compte en fait de l'imprégnation de radioactivité de ces films argentiques.
à travers la restitution des effets de la radioactivité sur le site de Fukushima encore par Takashi Hare lors du tsunami, ou encore de ce Tchernobyl herbarium qui est élaboré année après année à raison d'une radiographie par an par Anaïs Tonder et au départ donc d'images de végétaux qui ont été collectés sur le territoire de Tchernobyl. Troisième sous-ensemble, il y en a 4, hein, donc je tiendrai dans les temps, je crois. La visibilisation de l'enfouissement et ou du stockage des déchets. On retrouve ici les fameuses piscines photographiées par Jacqueline Salmon donc, sur le site de La Hague et de manière, faut-il le dire, plus anarchique. La réception de déchets à ciel ouvert à Fukushima, donc photographiée par Cécile Massard. La présence aussi de la résistance humaine qui a été suivie par Jürgen Nevsger sur le site de Bure et qui n'aura pas empêché d'ailleurs que ce site soit effectivement désigné pour accueillir donc, cet enfouissement permanent. Et pour terminer, et le corpus est effectivement plus réduit, s'agissant de la question militaire qui est beaucoup plus difficile en fait à représenter en termes d'accès aussi, le travail de Julien Charrière qui notamment a réalisé un ensemble d'images sur le site d'essai de Semipalatinsk dans le Kazakhstan, ou encore David Fati qui a collecté et qui projette à la suite, avec un effet visuel qui est sidérant, 400 photographies qui ont été prélevées de Google Earth pour restituer en fait les traces des essais nucléaires dans le désert du Nevada à proximité de Los Angeles. Alors, pour conclure, les objectifs de cette recherche qui démarre donc sont de 5 ordres. Évidemment, analyser les contextes de production artistique du corpus, hein, ce qui pose aussi la question même de l'accessibilité des photographes à leur sujet. Définir les intentions aussi des auteurs au regard de l'ensemble de leur œuvre et de leur contribution à une culture, entre guillemets, en effet, du nucléaire, sachant que certains ou certaines d'entre eux, pour certains, ils consacrent leur vie entière, pour d'autres, voilà, ont aussi d'autres préoccupations et sur le plan très souvent écologique, bien sûr aussi. Étudier les esthétiques de leur création relativement à la matérialité de la photographie. On l'a compris ici, elle est essentiellement argentique. Sa nature d'empreinte, de traces, de témoignages et de représentation. Alors effectivement, avec une dimension réaffirmée dans son indicialité ou réancrée dans son indicialité. Et au regard, évidemment, on l'a compris, de l'invisibilité de la radioactivité. Évaluer aussi leur réception par le public. C'est souvent le chaînon manquant finalement dans l'analyse visuelle, et contribuer enfin par une mise en relation dialogique de ces œuvres entre elles, puisque ces corpus, enfin ces œuvres et ces séries étaient disjointes, distinctes, et il y a là aussi une demande, un appétit des artistes aussi à pouvoir travailler, aussi être mis en relation et collaborer ensemble. Donc leur analyse et leur diffusion, certaines ont été très très peu montrées, il faut le souligner, et bien une culture nucléaire qui soit nourrie par l'expression artistique.